Bonjour, le 9 janvier dernier, FFG a procédé à une de ses deux mises à jour annuelles des coûts en points d'escadron, des emplacements d'amélioration et de la légalité au format hyperespace, lequel a drastiquement changé, j'y reviendrai plus loin. Les développeurs ont expliqué quelques-uns de ces ajustements lors d'un live que vous trouverez sur YouTube, je vous en donnerai l'adresse. Puis très vite, les PDF sur le site américain de FFG ont été mis à jour comme définissant la version 1.6 du jeu, associée à la VAC 6 qui ne devrait plus tarder maintenant. Ça n'est pas encore le cas sur le site français qui en reste à la version 1.5. Ces modifications n'ont pas encore été intégrées dans le générateur d'escadron officiel, mais comme d'hab, d'autres s'en sont déjà chargés, comme à tout hasard Yet Another Squad Builder 2.0. À noter, ces ajustements ont été accompagnés de quelques modifications des règles, concernant par exemple l'effet des rayons tracteurs ou les nouveaux marqueurs associés aux tailles du Major Von Reg, bientôt dans les boutiques. Le cas échéant, je traiterai donc de ces points pour les vaisseaux qui sont le plus concernés, clairement le Nantex pour l'effet des rayons tracteurs. Mais à propos du taille du Major Von Reg et de quelques autres, cette mise à jour a par la même occasion révélé les coûts et les emplacements d'amélioration, non seulement des deux nouveaux vaisseaux de la VAC 6, le Suscité et le Fireball de la Résistance, mais aussi de tous les nouveaux pilotes figurant dans le paquet de renforts pilotes hors pair, ce qui, mine de rien, en fait un certain nombre. Ils sont mis en évidence dans les tables de cette vidéo en vert, mais je réserve leur chronique pour la sortie de ces différentes extensions. Faire des previews à ce stade ne me paraît pas avoir vraiment de sens. On notera aussi rapidement que les vaisseaux immenses et certaines améliorations de batailles épiques ont connu également quelques ajustements. De manière générale, cette mise à jour est plus ample que celle qui a opéré en juillet dernier. La plupart des vaisseaux sont concernés et nombre d'améliorations. Mais l'approche a peut-être été un peu différente. Les augmentations de coûts ont été très très rares cette fois. Là où les diminutions sont bien plus nombreuses, presque hégémoniques, notamment sur les pilotes génériques. Le bleu domine largement dans tous les tableaux que je vais vous communiquer et le rouge n'y est qu'exceptionnel. Et c'est parfois surprenant. Il y a notamment eu un certain nombre de cartes dont j'étais persuadé qu'elles connaîtraient des augmentations, comme les senseurs passifs pour ne pas les nommer, mais ça n'a pas été le cas. En même temps, bien sûr, il faut toujours faire la balance entre ce qui augmente et ce qui diminue. Ainsi, si les canons coûtent plus cher, mais que les vaisseaux qui peuvent s'en équiper coûtent moins cher, on peut retrouver un certain équilibrage. Comme dans cet exemple d'ailleurs, ces choix dessinent parfois de nouveaux archétypes de liste, ou du moins des intentions de l'éditeur les concernant, je crois, et c'est encore plus sensible au regard du nouveau format hyperespace. Pour étudier ces divers ajustements, il m'a paru préférable cette fois de faire plusieurs petites vidéos plutôt qu'un gros machin épuisant. À vue de nez, je consacrerai donc une vidéo à chaque faction séparément, plus une dernière pour les améliorations génériques et ce qui concerne les vaisseaux immenses et les batailles épiques. Bien sûr, je ne suis pas également à l'aise avec toutes ces factions, n'hésitez pas à me reprendre si je me plante ou zappe des trucs, surtout chez vos chouchous que je joue peu ou pas de manière générale. Mais pour cette raison, je vais commencer par les factions que je connais entre guillemets le mieux, ce qui n'exclut pas des erreurs d'appréciation, loin de là. À tout seigneur, tout honneur, aujourd'hui ce sera donc l'Empire Galactique. Commençons par les petits socles qui forment le cœur de la faction. Les tables que je vais vous présenter pour les nouveaux coups, de manière générale, ne retiennent que ce qui a changé, pour plus de lisibilité. Mais en introduction, on peut lister les châssis qui n'ont pas connu la moindre modification, sauf que pour l'Empire Galactique, on en a vite fait le tour. Dans toute la faction, un seul châssis est dans ce cas, et c'est le Starwing de classe Alpha. Tout le reste a bougé de manière plus ou moins significative. Et cette première table donne le là, le bleu est omniprésent, et le rouge ne concerne que 3 pilotes très spécifiques. J'y ajoute le vert pour de nouveaux pilotes. Procédons dans l'ordre. Nous commençons donc avec le bombardier taille SA qui fait partie de ces rares châssis pour lesquels un pilote a connu une augmentation significative. Sans surprise, il s'agit du capitaine Jonus qui coûte désormais 2 points de plus. Dans leur vidéo de présentation, les développeurs expliquaient qu'ils avaient tout spécialement ciblé pour les augmentations les pilotes qui sont de nature à multiplier la puissance des autres vaisseaux. Jonus en est un très bon exemple, si le plus éloquent au sein de la faction demeure Allrunner, on y reviendra très vite. Ceci dit, Jonus n'augmente pas au point de devenir injouable, et que les autres bombardiers taille SA diminuent tous d'un point ou deux peut ouvrir des possibilités. Même certains qui étaient déjà assez intéressants, comme le Major Reimer qui passe à 37 points d'escadron seulement. Et un générique d'entrée de gamme à 27 points, en l'espèce le pilote de l'escadron cimetière, c'est peut-être à creuser ça. Suit le chasseur taille Hélène, la base quoi, et une base qui coûte globalement moins cher avec une diminution d'un point sur la quasi-totalité du châssis. Cela vaut d'ailleurs et peut-être surtout pour le pilote de l'académie qui passe à 22 points d'escadron, là où ces 23 points initiaux en V2 étaient plus ou moins considérés comme la référence sur laquelle se fonderaient tous les autres coups. Seulement, depuis, la nuée séparatiste notamment a considérablement changé les choses.
Le pilote de l'académie demeure plus cher de 3 points qu'un drone de la Fédération du Commerce, cela dit. Et espérer un retour de la nuée de taille serait peut-être un peu hardi en l'état, car 2 pilotes emblématiques du taille LN ont connu des augmentations de coûts, et au premier chef Owlrunner, l'âme de la nuée de taille, qui s'est mangé 6 points dans les dents, passant à 46. La baisse d'un point sur l'ensemble du châssis ne suffit pas tout à fait à compenser cette augmentation drastique, l'exemple même de ces multiplicateurs de puissance qui ont été ciblés pour les augmentations de coûts. Et je trouve ça un peu too much personnellement. À noter l'autre taille LN qui augmente, eh bien c'est Iden Versio, soit la garde du corps de Owlrunner, mais elle ne prend qu'un point, elle, ce qui décorrèle les 2 coups, pas plus mal au fond. Ses camarades de l'escadron Inferno ne bougent pas, c'est heureux dans la mesure où ils constituent le thème de la présente saison d'Open. Mais avec Owlrunner à ce coup-là, ouais. De manière plus positive, je suppose que des pilotes comme Nightbeast ou Wampa peuvent toujours constituer des fillers corrects. Bon, ça n'est probablement pas le rôle essentiel du taille LN. Du côté du défenseur taille D, baisse d'1 à 2 points sur les génériques, les nommés demeurent intouchés. Prudemment, le coût du défenseur d'entrée de gamme, le pilote de l'escadron Delta, passe à 67 points d'escadron, ce qui prohibe la triplette de défenseurs. Ça n'est pas une surprise, c'est une constante du discours de FFG concernant ce puissant châssis. L'intercepteur taille IN connaît des baisses plus significatives. Enfin, son Tirfel demeure inchangé, hein. Mais Turfenir, qui n'est pas dégueu, coûte 2 points de moins, et les génériques 3 à 4 points. Je le note. Je ne suis pas à l'aise avec ce vaisseau qui fait facilement plop, mais aligné, mettons, 3 as de l'escadron sabre à 36 points pièce à côté de trucs plus résilients, ça pourrait être intéressant. C'est une économie de 12 points tout de même. Du côté du taille Advanced V1, le baron de l'Empire perd 2 points, personne ne le jouait et je doute qu'il le soit beaucoup plus désormais. En générique, sur ce châssis, l'Inquisiteur est un choix autrement séduisant, même si là aussi je ne suis pas très à l'aise avec ce vaisseau qui fait très facilement plop. Notons tout de même le nouveau pilote sur ce châssis, le 5e frère, qui fait son entrée à 42 points d'escadron, un coup qui me paraît très décent au regard de ses capacités. Diminution générale pour le taille Advance X1, sauf pour Dark Vador, lequel n'augmente pas pour autant, ce qui est une bonne surprise me concernant. Tous les autres coûtent 1 à 2 points de moins, 2 points en l'espèce c'est pour le générique pilote de l'escadron Tempest. Il y a peut-être quelque chose à creuser ici, un peu comme pour les intercepteurs plus hauts, mais je suis globalement plus sceptique. Ce vaisseau, quand il n'est pas entre les mains de Dark Vador, n'est au fond pas terrible. Ceci dit, il y a pire, le taille AG agresseur, bien sûr. 2 points de moins pour les 4 pilotes. Est-ce que ça suffira à rendre ce châssis intéressant ? J'en doute pour ma part. Il est certes désormais moins cher de 2 points en moyenne qu'un Y-Wing BTL à 4, mais ça ne le rend au fond pas beaucoup plus séduisant. Et l'artilleur de tourelle vétéran y a augmenté de 2 points, et bien voilà, quoi. Du côté du taille PH Phantom, la grande nouvelle en ce qui me concerne, c'est que ma chouchoute Whisper n'augmente pas, et pas davantage d'ailleurs l'as de l'escadron Sigma. Certes, le 5e frère en artilleur augmente, lui, ce qui affecte indirectement le châssis, j'y reviendrai. Diminution en revanche pour le générique pilote des Seimdar qui coûte 1 point de moins. Ça ne m'emballe pas plus que ça, mais je suppose qu'on peut y réfléchir. Reste enfin le taille SK Striker qui pourrait être amené à jouer un certain rôle dans le nouveau format hyperespace notamment. Les nommés ne bougent pas, mais les génériques coûtent 3 à 4 points de moins. J'imagine qu'il me faudra retenter de jouer, mettons, des sentinelles planétaires en masse, enfin 4 exemplaires quoi. Et j'aime ce châssis, même s'il n'est pas très performant sans doute, et j'ai toujours à un moment ou à un autre envie de retenter des trucs avec. J'imagine que ce sera bientôt le moment. Oh, et nous avons un nouveau pilote. Vagabond fait son entrée à 35 points d'escadron, ce qui en fait de très loin le moins cher des nommés, à peine plus cher en fait que les génériques. Il a l'air plutôt intéressant, et constitue comme un appel du pied à jouer bombe avec des strikers. Ouais, faudra tenter des trucs. Voilà pour les petits socles. Ça ira bien plus vite pour la suite, l'Empire Galactique étant de toute façon, toute chose égale par ailleurs, la faction la plus chiche en socle moyen et gros socle. Seuls les génériques des 2 socles moyens impériaux sont ici concernés. Le pilote de l'escadron Cutlass pour le taille CA Punisher et le pilote de la base de Scarif pour le taille Reaper coûtent tous deux 2 points de moins désormais. C'est appréciable sans être bouleversant. Je suis surtout intéressé ici par le Reaper, qui fait un bloqueur de choix résilient et avec des équipages. Même si cette savonnette a une fâcheuse tendance à me glisser entre les doigts, je regrette, d'autant plus que ce soit le TIE Reaper illégal en format hyperespace, ce pilote de la base de Scarif, et j'y reviendrai plus loin. Côté gros socle, le tableau est un peu plus contrasté. Pour ce qui est du décimateur VT-49, le chef de patrouille passe à 67 points, voyez ce qui a été dit plus haut concernant les défenseurs, mais surtout une nouvelle pilote, Mornaki, débute à 75 points d'escadron, soit pile poil entre le capitaine Rikun et le vice-amiral Shirano. Ce qui est probablement sa place. Le décimateur pour un gros socle ne s'en sortait pas si mal ces derniers temps, et il y a peut-être des trucs à faire avec.
Pour ce qui est de la navette T4A de classe lambda, une seule modification à noter, le plus joué et de loin de ses pilotes, le colonel Jandon, connaît une des rares augmentations de cette mise à jour en coûtant désormais 2 points de plus. Bon, ok, je suppose. Les améliorations spécifiques à la faction de l'Empire Galactique ont globalement été laissées telles quelles. 2 seulement ont évolué. La plus significative, c'est probablement le 5e frère en tant qu'artilleur qui recoute désormais 2 points de plus. Je l'ai dit plus haut, Whisper en est chagriné, mais il devrait y avoir moyen de s'en accommoder. Sinon, à la baisse, du côté des équipages, le Grand Inquisiteur coûte 1 point de moins. Il coûte quand même toujours 2 points de plus que l'artilleur, le 5e frère, en termes d'amélioration, prisée uniquement ou peu s'en faut parce qu'elle confère des marqueurs de force. Pas dit que cela fasse la différence. Passons enfin au format hyperespace. Jusqu'à présent, celui-ci était grosso merdo lié aux parutions en V2. Ce qui sortait était généralement jouable en hyperespace, ce qui n'avait pas été réédité ne l'était pas, avec quelques exceptions ça et là. Ce qui pouvait paraître plutôt sympathique pour d'éventuels nouveaux joueurs. Mais cela avait ses contreparties, notamment un certain risque de déséquilibre entre les factions, contraire à celui du format étendu, les rééditions de la V1 peinant un peu, tout spécialement en France, mais c'est une autre histoire je suppose. Or, FFG a annoncé que les vagues seraient désormais un peu plus fréquentes, mais aussi un peu moins amples à chaque fois, avec moins, voire pas, de réédition, dans l'immédiat du moins. C'était le bon moment pour changer le format hyperespace, donc. Celui-ci désormais consistera en 2 saisons par an, durant lesquelles, selon ce qui est défini dans les mises à jour de janvier et de juillet, seuls certains vaisseaux, et à vrai dire certains pilotes, en sus de certaines améliorations, seront jouables en hyperespace, là où tout demeurera jouable en format étendu comme de juste. Il s'agit donc d'une certaine manière d'un jeu de contraintes imposées destiné à stimuler la créativité en sortant des associations et archétypes les plus évidents, notamment en poussant à jouer des vaisseaux un peu trop délaissés jusqu'alors. Un principe qui me plaît plutôt bien. Mais je reviens sur ce point fondamental, ce ne sont pas seulement des vaisseaux qui sont concernés, mais des pilotes. Sur un même châssis, certains pilotes seront jouables et d'autres non. Exemple éloquent de cette première saison, pour ce qui est du X-Wing T-65, Luke Skywalker est légal en hyperespace, mais Wedge Antilles ne l'est pas. Faut séparer les copains. Ce qui n'est pas plus mal, même si des fois la méthode derrière les choix de FFG me paraît un peu hermétique, n'hésitez pas à m'éclairer si jamais. Pour ce qui est de l'Empire Galactique, commençons par les vaisseaux, et d'abord par ce qui n'est absolument pas jouable. Pour certains c'était déjà le cas avant, les défenseurs taille D, les navettes T4A de classe lambda, les Starwing de classe Alpha, les tailles Agressor, les tailles CA Punisher et les tailles PH Phantom. Mais il faut désormais y ajouter 3 châssis qui étaient auparavant jouables en hyperespace, les bombardiers taille SA, les intercepteurs taille IN, ce que je regrette un peu maintenant, et enfin les tailles Advanced V1, ce qui inclut le petit nouveau qu'est le 5e frère. Il y a ensuite les châssis absolument jouables, dont tous les pilotes sont éligibles. Ils sont au nombre de 2, à savoir les tailles Advance X1 et les tailles SK Strikers, qui étaient tous deux déjà jouables en hyperespace en fait. Mais on gagne donc un nouveau pilote, ici avec Vagabond. Les autres châssis sont dans une zone grise avec certains pilotes jouables et d'autres qui ne le sont pas. C'est tout d'abord le cas des chasseurs taille LN, et les raisons présidant à ce découpage m'échappent un peu parfois. Sont jouables tous les génériques, plus les nommés suivants, tous l'escadron Inferno, Delmico, Gideon Ask, Iden Versio et Sein Marana, mais aussi Mauler Mussel et Scourge Scutu. Ne sont pas jouables en revanche Owlrunner, Sniff, Night Beast, Sniff, Valen Rudor et Wampa, Sniff, soit 3 de mes préférés et bon, de toute façon Owlrunner quoi. Cela stimulera-t-il la créativité des joueurs développant d'autres usages pour le taille que la classique New Owlrunner? On peut l'espérer, mais... À l'autre bout du spectre, tous les décimateurs VT-49 sont jouables, à l'exception du chef de patrouille. J'imagine que c'est pour dissuader les tactiques façon mur en hyperespace, bon, je sais pas. Mais la présence de ce gros socle est globalement appréciable, et ça inclut la nouvelle pilote Mornaki. Reste enfin un dernier châssis concerné, le TIE Reaper. Les préoccupations sont sans doute un peu du même ordre, car là encore c'est le générique à bas coût, voire très bas précisément depuis cet ajustement, le pilote de la base de Scarif qui est le seul à ne pas être jouable en hyperespace, ce que je regrette un peu plus. L'Empire Galactique est donc dans une situation un peu ambiguë pour cette première saison. Elle semble inciter à mettre en avant, éventuellement au point du spam, des petits socles pas toujours très joués jusqu'alors, comme le Striker, hors la seule Duchess, ou le TIE Advance X1, hors le Salvador. Le Décimateur et le Reaper, même avec l'absence des génériques, fournissent des stocks de PV dont l'Empire n'est généralement pas très coutumier, et constituent en outre 2 plateformes pouvant accueillir des équipages, ce qui est peut-être tout aussi important. Et sinon, l'escadron Inferno est là, mais doit composer sans Owlrunner. Il y a sans doute des choses à faire, mais rien qui tombe sous le sens, je crois, ce qui est peut-être bien le propos après tout.
Les améliorations sont également concernées par ce nouveau format hyperespace, certaines sont légales, d'autres non. Bon, il y a des choses qui coulent de source, hein. Les configurations du Starwing ou le titre de la Lambda sont illégaux pour la bonne et simple raison que les vaisseaux qui peuvent en avoir l'usage sont illégaux également. Mais les deux artilleurs sont là, le titre Dauntless pour le décimateur et le talent adjectif impitoyable. C'est du côté des équipages que les choses sont plus confuses. Même s'il y a somme toute assez peu de différence par rapport à l'ancien format hyperespace. C'est seulement que rejoignent le camp des pas jouables Cyanari, dont j'ai toujours eu envie de faire quelque chose sans savoir quoi, Dark Vador, un sacré morceau certes, et plus étonnant peut-être le slicer du BSI, qui peut être amusant sur un Reaper, même si, bon... Cette catégorie comprend toujours également l'amiral Sloane, qui pourrait plus que jamais constituer une forme d'alternative à Allrunner, mais pas cette fois donc, l'empereur Palpatine, un peu dommage, le grand Moff Tarkin, plus deux équipages classiques sur le décimateur, le Moff Jerjerrod et la ministre Tua. Sont donc jouables 000, alors sous condition bien sûr, en l'espèce, Vador n'étant pas légal en tant qu'équipage, il faut qu'il soit présent sur le tapis de jeu aux commandes de santé Advance X1, même chose pour l'artilleur psychopathe complice BT1 bien sûr, mais en dehors de ça, donc 000 est jouable, et aussi l'agent Calus, les Death Troopers et le directeur Krennic, Rogue One à Donf, et enfin deux onéreux utilisateurs de la Force qui n'ont pas forcément beaucoup d'usage en dehors de leurs précieux marqueurs récurrents, le Grand Inquisiteur et la 7ème Sœur. Ok, il y a peut-être des trucs à faire, même s'il y a encore pas forcément grand-chose qui tombe sur le sens. Le bilan de cet ajustement pour l'Empire est plutôt bon, je suppose, équilibré en tout cas. Ces champions n'ont pas été nerfés globalement. Les Vador, les Soontir, les Whisper, etc. n'augmentent pas. Les multiplicateurs de puissance tels Jonus et Allrunner si, en revanche. Mais leurs collègues de châssis ont bénéficié de diminutions appréciables. Autrement, le coût augmenté de Jendon et du 5e frère en tant qu'artilleurs doivent être pris en compte, assurément, mais en contrepartie, nous avons 3 nouveaux pilotes intéressants, et des archétypes un peu iconoclastes ont pu être subtilement ou moins subtilement favorisés, visant à mettre en avant des vaisseaux ou pilotes peu joués, ce qui est globalement appréciable. Bilan positif donc. La suite bientôt, probablement avec le Premier Ordre ou les séparatistes, même si je ne sais pas qui d'abord. Je vous dis à plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, que ce sera le cas des suivantes aussi tant qu'à faire. Si vous avez apprécié, oui, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien merci d'avance et vous avez plusieurs moyens pour le faire. Il y a les abonnements, il y a les commentaires, il y a les pouces, les partages, tout cela est bienvenu et merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.